L'un des groupes sanguins les plus inhabituels qui soient mutés ou interagissent avec d'autres groupes sanguins. Pendant des décennies, le groupe sanguin O n'était qu'une note de bas de page médicale, jusqu'à l'année 2025, lorsque des scientifiques ont percé son code caché. Si vous avez cela, vous pourriez avoir évolué à partir d'une espèce différente sur cette planète. Des ponts de glace oubliés aux secrets génétiques enfouis dans l'héritage autochtone, ce donneur universel révèle un atout de survie qui a remodelé les continents. Ce qu'ils ont découvert remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'évolution humaine. Le groupe sanguin qui n'était pas censé exister. Bien avant l'arrivée des navires ou le tracé des frontières, quelque chose d'ancien circulait déjà dans les veines des peuples des Amériques. Pas l'or, pas la langue, mais le sang. Plus précisément, le groupe O. Pour la plupart des gens, le groupe sanguin ne compte qu'en cas d'urgence. Mais pour les scientifiques, le groupe O est une anomalie génétique. C'est le groupe le plus répandu dans le monde, mais dans de nombreuses communautés autochtones des Amériques, il est presque universel. Une telle domination est extrêmement rare et mérite une explication. La majorité des populations possèdent un mélange de A, B, AB et O, résultat de siècles de migration et de brassage. Mais ici, la diversité laisse place à une uniformité écrasante. C'est un schéma qui réécrit notre compréhension de la génétique des populations. La valeur du groupe O en médecine est évidente. En tant que donneur universel, il ne possède pas les antigènes A et B qui déclenchent des réactions immunitaires. Mais au-delà de l'hôpital, son comportement intrigue encore plus. Il résiste aux mutations, se mélange moins avec les autres groupes et présente une stabilité génétique extraordinaire. Alors que la plupart des traits s'adaptent à l'environnement, le groupe O persiste. Pour les scientifiques, sa constance à travers les distances et les générations reste une énigme. Lorsque les chercheurs ont commencé à constater une prévalence quasi totale du groupe O à travers les Amériques, du cercle polaire arctique à la jungle tropicale, de nouvelles théories ont émergé. Goulot d'étranglement génétique, isolement prolongé, avantage sélectif, personne n'a pensé que c'était dû au hasard. Sa domination dans des environnements aussi variés pointait vers une question de survie. Le groupe O ne s'est pas contenté de perdurer. Il a prospéré, probablement parce qu'il offrait une protection contre les infections, les blessures ou le stress environnemental. Ce n'était pas une question de chance, c'était une nécessité. Même un léger avantage biologique peut décider de qui vit et de qui meurt. Avec le temps, le groupe O est devenu le fil conducteur entre les peuples d'un continent entier. Mais le vrai mystère ne réside pas seulement dans les raisons de sa réussite, mais dans son origine. Pour trouver cette réponse, il faut remonter à la dernière ère glaciaire, lorsque qu'un pont de glace reliait la Sibérie à l'Alaska. C'est par ce passage qu'arrivèrent les premiers habitants des Amériques, portant en eux un code discret qui allait façonner l'avenir génétique du continent. Le code rebelle en nous. Le groupe sanguin O est un plan génétique qui défie les règles habituelles de l'évolution. Alors que la plupart des traits évoluent ou se diversifient avec le temps, celui-ci est resté remarquablement stable, inchangé à travers les régions et les générations. Dans un monde où la biologie s'adapte sans cesse, le groupe O fait figure d'exception. Le groupe sanguin est déterminé par les antigènes présents sur les globules rouges. Le groupe A possède l'antigène A, le B possède le B, le AB a les deux. Et le groupe O, aucun. Cette absence en fait non seulement un donneur universel, mais explique aussi sa stabilité génétique exceptionnelle. Avec moins de composants à muter, le gène O évolue très peu. Une telle constance est rare en génétique humaine. La plupart des traits évoluent sous la pression de l'environnement. Mais le gène ABO, à l'origine du groupe O, contient une délétion qui empêche la production des antigènes A et B. Et au lieu d'être une faiblesse, cette omission pourrait bien être un avantage. Des études suggèrent que les personnes de groupe O présentent un risque réduit face à certaines maladies comme le choléra ou le paludisme. Les mécanismes restent encore flous, mais la tendance est claire. Moins d'antigènes signifie potentiellement moins de prise pour les agents pathogènes. Même une résistance minime peut influencer la survie. Avec le temps, cet avantage subtil a probablement fait la différence. Dans des communautés confrontées à la pénurie alimentaire, aux conditions climatiques extrêmes et à de nouvelles maladies, la résilience était cruciale. Ceux qui portaient le gène O étaient peut-être légèrement plus aptes à s'adapter, et cette adaptabilité a façonné des générations.
D'autres avantages ont sans doute joué un rôle aussi. Le groupe O est lié à une meilleure distribution de l'oxygène et à une efficacité métabolique accrue, des traits essentiels dans des environnements extrêmes. Il ne s'agissait pas seulement de survivre, il s'agissait de tenir bon, de prospérer et de transmettre ce qui fonctionnait. C'est pourquoi le groupe O domine parmi les peuples autochtones des Amériques. Ce n'est pas simplement un effet de dérive génétique ou d'isolement, c'est une sélection à long terme. Ce qui paraissait autrefois comme une curiosité semble aujourd'hui être un trait de survie durement acquis, enraciné chez les premiers colons et renforcé par le temps. Sa présence dépasse la coïncidence. C'est la biologie qui répond à des siècles de défis. Et pour comprendre comment le groupe O s'est enraciné aussi profondément, il faut regarder non seulement les outils ou les migrations, mais aussi l'héritage silencieux que porte le sang. Le passage glacé qui a reprogrammé l'humanité. Il y a des dizaines de milliers d'années, il n'existait ni nation ni frontières, seulement de vastes étendues de glace. Dans cette immensité gelée, une mince bande de terre a émergé entre la Sibérie et l'Alaska. C'était le pont terrestre de la Béringie, dévoilé lors de la dernière ère glaciaire, quand le niveau des mers a baissé, ouvrant un passage vers un monde nouveau. C'est par ce corridor ancien qu'arrivèrent les premiers humains en Amérique, de petits groupes vulnérables, armés d'outils en pierre, d'instincts et des traits que portait leur ADN. Parmi ces traits se trouvait le gène du groupe sanguin O. Les scientifiques pensent que même si seuls quelques-uns de ces premiers migrants possédaient ce gène, leur isolement aurait suffi à le faire dominer peu à peu la population. Une fois le pont terrestre franchi, la montée des eaux a submergé leur passage, les coupant du reste du monde pendant des millénaires. L'isolement n'était plus seulement géographique, il était devenu génétique. Sans apport de nouveaux groupes sanguins, le gène O ne s'est pas contenté de survivre, il est devenu majoritaire. Ces premiers colons n'ont pas été affaiblis par une diversité limitée, ils en ont été façonnés. Au fil des générations, l'absence de brassage génétique externe a permis à certains traits, comme le groupe O, de se fixer. Région après région, de l'Arctique aux Andes, le schéma s'est répété. Plus la population était isolée géographiquement, plus la fréquence du groupe O était élevée. Dans certaines tribus, sa prévalence atteignait des niveaux quasi totaux. Un degré de concentration génétique rarement observé dans la nature. Cette constance remarquable raconte une histoire écrite non pas dans la pierre ou les artefacts, mais dans le sang. Tandis que l'Europe connaissait des vagues de migration et de métissage culturel, les Amériques ont suivi une voie différente. Ici, un seul groupe sanguin est devenu, en silence, une signature biologique unificatrice, modelée par la géographie et renforcée par le temps. La Béringie n'était pas seulement un passage, c'était un entonnoir génétique. Seul un petit ensemble de traits s'y est passé et le groupe O en faisait partie. Ce qui a suivi ne fut pas une dilution de ces traits, mais un renforcement. Au fil du temps, la sélection naturelle et les pressions de l'environnement ont favorisé ceux qui portaient le gène O. Exposition aux maladies, succès reproductif, simple survie, tout cela a graduellement augmenté sa présence à chaque génération. Au lieu de s'estomper, le groupe O s'est enraciné encore plus profondément. Les climats extrêmes, l'isolement et les pressions de survie ont amplifié sa présence. Le résultat fut une boucle de rétroaction où chaque crise renforçait la domination de ce trait unique. Tandis que d'autres continents évoluaient dans la diversité, les Amériques ont évolué dans la concentration, façonnées par une seule migration et un seul héritage génétique. Mais la persistance du groupe O ne tient pas uniquement à un passage glacé. Elle s'explique par des siècles d'épreuves, famine, gel, incendies, luttes. Au milieu de tout cela, un groupe sanguin est resté, portant discrètement un legs de résilience encore présent dans les veines de millions de personnes aujourd'hui. Le sang qui a déjoué la nature. O blood type actually looks like it's protective. Dans les environnements hostiles des anciennes Amériques, où les hivers étaient implacables et les jungles grouillaient de chaleur et de maladies, le groupe sanguin O n'a pas simplement survécu, il s'est révélé avantageux. Si l'isolement génétique a pu concentrer le gène O, les chercheurs pensent aujourd'hui qu'il offrait plus qu'un simple hasard. Dans des conditions extrêmes, il procurait sans doute un avantage physiologique. À haute altitude, comme dans les montagnes des Andes, où les niveaux d'oxygène sont dangereusement bas, le groupe O aurait pu jouer un rôle crucial. Sans les antigènes A ou B qui modifient la structure des globules rouges, l'oxygène pouvait circuler plus efficacement dans le sang.
Ce trait, bien que subtil, aurait pu augmenter l'endurance, réduire la fatigue et améliorer les chances de survie dans des environnements pauvres en oxygène, où chaque respiration comptait. Les défis de survie ne se limitaient pas à l'altitude. Les Amériques offraient des écosystèmes variés, remplis d'agents pathogènes uniques. Des parasites de la forêt tropicale aux bactéries des régions arides, les populations autochtones faisaient face à des menaces biologiques constantes. L'absence d'antigènes de surface chez le groupe O aurait pu le rendre moins vulnérable à certaines infections. Avec moins de points d'entrée moléculaires pour des agents comme le choléra ou le paludisme, ce groupe sanguin aurait pu agir comme une barrière silencieuse. Des études récentes suggèrent aussi un lien entre le groupe sanguin et le métabolisme. Les régimes alimentaires autochtones à travers les Amériques variaient énormément, de la viande rouge et du poisson aux plantes sauvages et aux noix. Il existe de plus en plus de preuves que le groupe O fonctionnait plus efficacement avec des régimes riches en protéines et en graisses, ce qui le rendait bien adapté au mode de vie traditionnel de chasseurs-cueilleurs. Au-delà de la biologie, le groupe O aurait aussi offert des avantages sociaux. Dans de petites communautés soudées, sans hôpitaux ni banques de sang, les situations d'urgence dépendaient souvent d'un accès immédiat à un sang compatible. Les personnes de groupe O négatif, capables de donner à presque tout le monde, devenaient cruciales à la survie. Dans un tel contexte, le groupe sanguin ne relevait plus seulement de l'individu. Il devenait un atout collectif, transmis et renforcé au fil des générations. Le résultat, c'est un schéma génétique à l'échelle d'un continent. Ce que nous observons aujourd'hui n'a rien d'aléatoire. Il a été façonné par des milliers d'années de pressions évolutives. Les traits de survie intégrés au groupe O ont été conservés, génération après génération, devenant une part de l'identité biologique des Amériques. La découverte en Arizona. Il a fallu attendre les années 1980 pour que ce schéma attire l'attention des scientifiques. Une étude médicale de routine en Arizona, destinée à collecter des données de santé de base, a révélé une statistique stupéfiante. Près de 99% des participants d'une communauté autochtone avaient du sang de groupe O. Ce chiffre ne remettait pas seulement en question les attentes, il a bouleversé la communauté scientifique. Des résultats similaires ont commencé à apparaître dans d'autres régions, de l'Arctique à l'Amazonie, révélant un schéma plus vaste, impossible à attribuer au simple hasard. Cette découverte inattendue a déclenché une vague d'études internationales. Les chercheurs ont voulu savoir s'il s'agissait d'une anomalie régionale ou de quelque chose de bien plus important. À mesure que les données affluaient, une chose est devenue claire. Ce n'était pas un coup de chance. Le groupe O dominait les populations autochtones dans toutes les Amériques. La théorie de la sélection naturelle n'a pas tardé à suivre. La vie dans l'Amérique précoloniale était tout sauf facile. La nourriture était imprévisible, les maladies se propageaient rapidement et les extrêmes climatiques étaient constants. Dans un contexte aussi impitoyable, même de petits avantages biologiques pouvaient avoir de grandes conséquences. La résistance du groupe O aux infections, son transport efficace de l'oxygène et son statut de donneur universel en ont probablement fait un facteur essentiel à la survie des communautés. Avec le temps, ceux qui avaient du sang de groupe O étaient plus susceptibles de se remettre de maladies, de supporter l'effort physique et de jouer un rôle vital dans des situations critiques. Et ceux qui survivaient transmettaient cet avantage. Mais cette histoire ne relevait pas que de la génétique, elle était aussi culturelle. En traçant la distribution des groupes sanguins, les scientifiques ont constaté que des communautés autochtones de régions très éloignées partageaient ce même trait. Ces peuples n'avaient jamais commercé, jamais interagi, et pourtant, ils portaient la même signature biologique. Le sang de groupe O est devenu un fil invisible reliant les peuples de tout l'hémisphère occidental. Le séquençage du génome a plus tard confirmé ces liens. Les outils modernes ont permis de retracer avec une précision étonnante les routes migratoires et les lignées ancestrales. Et encore, elles renvoyaient à une même origine, la migration glaciaire par la Béringie. Les premiers humains à entrer sur le continent américain ont apporté avec eux les bases de ce qui allait devenir une caractéristique génétique majeure des Amériques. Malgré la colonisation, les maladies et les déplacements forcés, ce trait a perduré. Sa constance à travers le temps et l'espace a soulevé une question plus profonde. Non seulement comment il a survécu, mais pourquoi il s'est enraciné aussi profondément. Pour y répondre, il faut élargir le regard, car l'histoire du groupe sanguin O ne se limite pas aux Amériques.
Elle fait partie d'un vaste tableau mondial, façonné par les migrations anciennes, les pressions évolutives et l'héritage génétique commun de l'humanité. Un monde dessiné par le sang. Regardez une carte, non pas celle des frontières, mais celle du sang. Une carte silencieuse qui retrace les migrations, les conflits et les adaptations de l'humanité. À mesure que les motifs se révèlent, l'un d'eux attire l'attention. Dans le monde entier, les groupes sanguins varient. Le groupe A est courant en Europe occidentale. Le B dans certaines régions d'Asie et l'Afrique présente une grande diversité. Mais dans les Amériques, le groupe O ne se contente pas de dominer, il règne. Cette domination n'est plus remise en question. Le vrai mystère, c'est pourquoi. Pour le comprendre, il faut revenir aux origines de l'humanité en Afrique, où les groupes sanguins ont évolué en réponse aux régimes alimentaires, aux maladies et aux environnements changeants. En s'étendant vers l'Europe et l'Asie, les premiers humains ont vu ces schémas évoluer à leur tour, par migration et métissage. Mais un groupe a pris une voie très différente, traversant la Sibérie pour entrer dans les Amériques via le pont terrestre de la Béringie pendant la dernière ère glaciaire. Isolés et peu nombreux, ils n'ont emporté qu'un fragment restreint de la diversité génétique humaine. Parmi cet héritage figurait le gène du groupe O. En se déplaçant à travers les Amériques, des jungles au désert, en passant par les montagnes, un phénomène inhabituel s'est produit. Au lieu de gagner en diversité, les groupes sanguins sont devenus de plus en plus uniformes. Le groupe O n'a pas seulement survécu, il est devenu le trait dominant. Nulle part ailleurs sur Terre, un groupe sanguin ne définit avec autant de cohérence une aussi vaste diversité de population. Contrairement à l'Europe et à l'Asie, les Amériques sont restées isolées pendant des milliers d'années. Sans vague de migration extérieure, aucun nouveau groupe sanguin n'a été introduit. À l'arrivée de la colonisation, le schéma génétique était déjà solidement implanté. D'autres régions isolées du monde montrent parfois des concentrations de groupes sanguins, mais rien n'égale l'ampleur et l'uniformité du groupe O sur 2 continents. Ce qui avait commencé comme un simple trait génétique porté par quelques-uns est devenu un marqueur biologique partagé par des millions, une signature née d'un isolement profond et d'une pression environnementale constante. Aujourd'hui, les scientifiques ne voient plus cela comme une curiosité, mais comme une archive génétique. La présence généralisée du groupe O dans les Amériques raconte une histoire de survie, d'adaptation et des défis évolutifs affrontés par les premières populations. Elle reflète leur origine, la manière dont elles ont tenu, et ce que la biologie a préservé face à des conditions extrêmes. Ce schéma ne s'est pas formé par hasard. Il a été forgé par l'isolement, la sélection naturelle et la résilience. Un détail autrefois considéré comme mineur offre aujourd'hui une clé précieuse pour comprendre le parcours humain. Le groupe sanguin n'est pas seulement important sur le plan médical, c'est une trace de nos déplacements, de notre survie, de notre adaptation. Un héritage silencieux issu d'une migration oubliée et un détail vital qui coule encore dans les veines de millions de personnes aujourd'hui. Le pouvoir caché derrière chaque goutte. Dans les hôpitaux du monde entier, quand chaque seconde compte, une seule poche de sang peut faire la différence entre la vie et la mort. Et bien souvent, cette poche porte l'étiquette « Groupe O ». Surtout sous sa forme O négatif, c'est le donneur universel, essentiel dans les soins d'urgence, les opérations chirurgicales et les interventions en cas de catastrophe, quand il n'y a pas le temps de vérifier les groupes sanguins et sanguins. Mais derrière ce rôle crucial se cache une contradiction choquante. Les concentrations les plus élevées de sang de groupe O se trouvent dans les communautés autochtones des Amériques. Pourtant, ces mêmes communautés manquent souvent d'accès aux soins de santé les plus élémentaires. L'éloignement, le sous-financement des systèmes de santé et des chaînes d'approvisionnement fragiles font que ceux qui sont les plus susceptibles de porter ce sang vital sont aussi les moins susceptibles d'en bénéficier. Un trait qui avait autrefois offert un avantage de survie aux premières populations existe aujourd'hui dans un système qui échoue à servir ceux qui le portent. La ressource est là. Le besoin est évident. Mais les infrastructures ne sont pas à la hauteur. De nouvelles recherches suggèrent également que le groupe O offre bien plus qu'une compatibilité transfusionnelle. Il semble influencer la réponse immunitaire, la résistance aux maladies et le métabolisme. Certaines études montrent un risque réduit de certaines infections et maladies cardiovasculaires chez les personnes de groupe O. Sans être un trait miracle, il pourrait avoir procuré des avantages subtils mais significatifs pour la survie humaine précoce et offrir encore aujourd'hui une valeur en médecine moderne.
Cette compréhension entraîne un changement dans la manière de dispenser les soins. Le groupe sanguin pourrait bientôt influencer les traitements, les réponses vaccinales, voire les régimes alimentaires, vers une médecine plus personnalisée, guidée par la génétique. Mais cette avancée soulève aussi des questions éthiques complexes. L'essor des tests ADN grand public a transformé la biologie personnelle en produit commercial. Les kits à domicile promettent de révéler les origines et de prévoir la santé, mais posent aussi des problèmes de consentement, de vie privée et de propriété des données, surtout pour les communautés autochtones, dont les histoires d'exploitation scientifique n'ont jamais été pleinement réparées. Bien que les tests ADN aient aidé certains à retrouver des proches ou à raviver des savoirs culturels, ils comportent aussi des risques. L'héritage génétique, autrefois transmis oralement, est désormais stocké dans des bases de données, souvent gérées par des entreprises dont les priorités ne sont pas toujours alignées avec celles des communautés concernées. En réponse, certaines tribus développent leur propre base de données génétiques sous gouvernance tribale. Ces initiatives visent à préserver l'autonomie sur les données génétiques et à garantir que leur usage respecte les valeurs culturelles et le bien-être collectif. Le groupe sanguin O a peut-être contribué à la survie physique, mais ce sont la mémoire, la tradition et la résilience culturelle qui ont préservé l'identité autochtone. À mesure que la science progresse, le défi est de faire en sorte que ces avancées renforcent les communautés plutôt que de les éclipser. Le code des ancêtres, ADN, identité et fantôme du passé. L'ADN ne ment pas, mais il ne dit pas tout non plus. Dans le monde actuel des tests génétiques instantanés, les origines sont devenues un produit, vendu dans des kits élégants et révélé par un peu de salive. Pour certains, cela apporte une connexion. Pour d'autres, une révélation. Mais pour les communautés autochtones des Amériques, l'ADN représente bien plus qu'une curiosité. C'est une mémoire vivante, un récit de survie dans un monde qui a voulu les effacer. Et parfois, c'est le seul récit qui reste. Prenons l'exemple de la famille de Sitting Bull. Pendant des générations, la lignée a été transmise oralement, mais ce n'est que lorsque l'ADN moderne a confirmé le lien que le monde a commencé à écouter. Ce test a rattaché un homme, Léo Lapointe, à une figure légendaire. C'était de la science, mais plus encore, c'était une reconnaissance. Pour de nombreuses familles autochtones, la génétique est une manière de récupérer ce que la colonisation a tenté d'effacer: l'identité, la langue, les racines. Dans un monde qui accorde de la valeur aux papiers officiels, l'ADN est devenu une voie pour les sans-papiers. Mais il y a un danger à réduire l'héritage à la biologie. Être autochtone, ce n'est pas seulement dans le sang, c'est dans la vie, dans la manière de parler, de se souvenir, d'appartenir. La culture vit dans les cérémonies, les chants et la communauté, pas seulement dans les chromosomes. Pourtant, les gens se tournent encore vers l'ADN pour découvrir qui ils sont. Parfois avec espoir, parfois avec chagrin. Pour les non-natifs, les tests peuvent sembler être un pont vers des racines perdues. Mais pour les communautés autochtones, il y a une tension. Revendiquer une identité autochtone uniquement sur la base de la génétique, sans histoire ni culture, peut sembler comme un effacement encore une fois. Cela risque de transformer une survie sacrée en spectacle. Ensuite, il y a la question du contrôle. Une fois que votre ADN est dans une base de données d'entreprise, qui en est le propriétaire? Peut-il être vendu, réutilisé ou exploité? Ces questions frappent particulièrement fort dans les communautés longtemps ciblées au nom de la recherche. Lorsqu'elle est utilisée avec consentement et précaution, la génétique peut éclairer. Elle peut reconnecter et guérir, mais sans ce respect, elle devient juste une autre forme d'extraction. C'est pourquoi certaines tribus créent leur propre base de données ADN, guidées par la loi tribale, les valeurs culturelles et le consentement. Elles reprennent leur histoire à leurs propres conditions. Parce que bien que le sang de type O ait assuré la survie physique, ce sont la mémoire, la tradition et la résistance qui ont maintenu l'identité autochtone vivante. Et maintenant, à l'ère du génome, le défi est clair: honorer à la fois la science et l'âme. Légende dans le sang, l'étranger, l'histoire et les origines du type O. Bien avant qu'il y ait des laboratoires, des graphiques ou des généticiens, il y avait des histoires. Et parmi certaines tribus amérindiennes, une histoire se distingue comme une étincelle dans l'obscurité. Il parle d'un homme, un étranger, à la peau pâle, aux yeux bleus, inconnu dans leur monde. Il est venu sans prévenir, sans tribu, sans une langue que quelqu'un reconnaîtrait. Certains l'ont appelé sage, d'autres un fantôme.
mais dans chaque version, quelque chose a changé après son arrivée. Un nouveau trait sanguin est apparu, le type O. Au début, cela ressemble à un mythe, une autre légende racontée au coin du feu à travers les générations. Mais les récentes découvertes scientifiques brouillent la frontière entre folklore et réalité. En 2025, des chercheurs de l'Institut de recherche cellulaire ont étudié l'ADN de Crawford, un membre de la nation Blackfeet. Ce qu'ils ont découvert n'a pas seulement défié les hypothèses, il a réécrit la carte. Le génome de Crawford a révélé une histoire bien plus complexe qu'une simple migration à travers le pont terrestre de Bering. Ses ancêtres suggéraient un réseau plus profond et plus complexe de contacts, de mélanges et peut-être même de populations oubliées. Cela laissait entendre que le type O n'était pas arrivé par un seul chemin, mais par de multiples. En bref, l'histoire du type O n'est pas linéaire. C'est une tapisserie tissée à partir de la génétique, de la géographie et peut-être même des visiteurs anciens dont on se souvient non pas à travers les livres d'histoire, mais les lignées sanguines. Alors, qu'en est-il de l'étranger dans la légende? Peut-être est-il une métaphore. Peut-être reflète-t-il un véritable contact ancestral, longtemps perdu dans le temps. Ou peut-être était-il exactement ce que disent les histoires, une personne réelle, si inhabituelle et marquante que sa mémoire a survécu pendant des siècles. Aujourd'hui, l'anthropologie commence à considérer les histoires orales autochtones non pas comme de la fantaisie, mais comme des mémoires codées. Des légendes, qui semblaient autrefois fantaisistes, sont désormais comprises comme des échos de migration, de catastrophes naturelles, voire d'événements célestes. Et cette légende, centrée sur le sang, la survie et l'identité, est trop répandue, trop cohérente pour être rejetée. Même si l'étranger était symbolique, la transformation qu'il représente était réelle. Le type O n'est pas simplement apparu, il a pris racine. Il est devenu le groupe sanguin dominant à travers 2 continents. L'ADN de Crawford et les histoires qui l'entourent montrent que la génétique ne vit pas en isolation. Elle vit dans les gens, et ces gens portent la mémoire dans leurs cellules et dans leurs histoires. Alors que l'étranger ait été un mythe, une métaphore ou quelque chose de plus, son héritage compte encore. La science peut expliquer le quoi, mais parfois, il faut la culture pour expliquer le pourquoi. Et quelque part, entre microscope et mythe, hélice et hymne, l'histoire du type O continue de pulser tranquillement, constamment et presque résolue. Presque. Parce qu'en 2025, la science ferait enfin ce qu'aucune légende n'avait pu accomplir, découvrir le secret génétique derrière le groupe sanguin le plus mystérieux du monde. Décrypter le code génétique du type O. Pendant des décennies, les scientifiques ont tourné autour du mystère comme des détectives sur une scène de crime, sûrs que la réponse était là, mais incapables de trouver l'arme du crime. Jusqu'en 2025. C'est à ce moment-là qu'une équipe de généticiens a finalement résolu l'une des énigmes les plus persistantes de la biologie. Pas seulement ce qui rend le sang de type O unique, mais pourquoi il est devenu si dominant, si persistant et si vital pour la survie humaine. La réponse se cachait dans les gènes depuis le début. Les chercheurs ont découvert des variations inconnues du groupe génétique ABO, le segment d'ADN qui contrôle le type sanguin. Mais ces mutations n'étaient pas aléatoires. Ce sont des changements adaptatifs et de petites modifications qui ont façonné le fonctionnement du type O à l'intérieur du corps. Ces nouvelles variantes ne se contentaient pas de supprimer les antigènes A et B. Elles modifiaient la réponse immunitaire, l'inflammation et même la réparation cellulaire. En d'autres termes, le type O n'était pas simplement une absence de quelque chose. Il était construit différemment, et cela a tout changé. Le type O n'était pas un trait neutre ou récessif transmis par hasard, c'était une amélioration évolutive. Une réponse génétique aux menaces anciennes telles que les maladies, l'isolement et les extrêmes environnementaux. Soudainement, les schémas ont commencé à se dessiner. Pourquoi il s'est répandu rapidement dans les communautés autochtones? Pourquoi il est resté stable pendant des millénaires? Pourquoi il réapparaît dans des populations où l'adaptation signifiait la survie? Ce n'était pas juste de la biologie, c'était une stratégie. Le type O était un bouclier. Encore plus étonnant, ces mêmes variantes génétiques pourraient affecter la manière dont les gens réagissent aux médicaments aujourd'hui. Les scientifiques pensent maintenant que cette découverte pourrait révolutionner la sécurité des transfusions, les traitements contre les infections et même le développement de vaccins.
Grâce à une compréhension plus approfondie de la manière dont le type sanguin est câblé génétiquement, les hôpitaux pourraient bientôt adapter les thérapies en fonction du code biologique unique d'un patient. C'est de la médecine personnalisée qui commence par l'ascendance, mais les implications vont plus loin. Cette percée aide à expliquer la remarquable cohérence génétique observée à travers les populations autochtones de l'Alaska à la Patagonie. Ce n'était pas seulement l'isolement qui a préservé le type O. C'était un avantage. Dans un monde hostile, ce groupe sanguin offrait juste assez d'avantages pour survivre. Et cette survie est devenue un héritage. Dans un retournement des plus poétiques, le groupe sanguin qui a aidé les anciens humains à survivre au froid, à l'altitude et aux maladies est maintenant essentiel pour lutter contre les menaces modernes, des pandémies aux maladies chroniques. Ce qui était autrefois un mystère ancien devient rapidement un plan pour l'avenir, parce que l'histoire du type O n'est pas terminée. Elle commence à peine. La lignée qui a changé le monde. Tout a commencé par une goutte, invisible, non célébrée, coulant silencieusement dans les veines des chasseurs, des guérisseurs et des visionnaires, bien avant que les empires ne se lèvent ou que les cartes ne soient tracées. Et pourtant, cette même goutte, le sang de type O, a peut-être façonné plus d'histoires humaines que n'importe quel roi ou monument n'aurait jamais pu. Parce que ce n'est pas seulement une question de génétique, c'est une question de survie. Le type O ne s'est pas répandu par la conquête, mais par la résilience. À travers le feu et la famine, les tempêtes et les maladies, il a persisté. La signature silencieuse de ceux qui ont traversé des continents gelés se sont adaptés à des mondes impitoyables et ont porté leurs ancêtres dans chaque cellule. Des sommets des Andes aux glaciers de l'Alaska, des jungles profondes aux hauts plateaux, le type O murmurait le même message encore et encore. Nous sommes toujours là. Et maintenant, les laboratoires du monde entier écoutent enfin. La percée de 2025 n'était pas seulement une victoire scientifique, c'était une reconnaissance. Un moment qui a prouvé que la biologie, l'ascendance et la survie étaient toujours une seule et même histoire. Le gène qui protégeait autrefois les Américains anciens aide maintenant la médecine moderne à lutter contre les maladies, à renforcer l'immunité et à personnaliser les soins comme jamais auparavant. Ce n'est plus seulement une question de lettres sur un graphique. C'est une question de la manière dont nous racontons l'histoire de ce que signifie être humain, et cette histoire est toujours en train d'être écrite. Aujourd'hui, les banques de sang se précipitent pour stocker le type O. Les urgences en dépendent chaque jour. Les scientifiques l'étudient pour trouver des réponses sur le vieillissement, le métabolisme et la résistance. Et pourtant, dans de nombreuses communautés autochtones où le type O est le plus courant, les soins de santé de base restent hors de portée. Cette contradiction est la leçon finale. Même si nous déverrouillons le passé et façonnons l'avenir, nous ne pouvons pas ignorer le présent. L'avantage de survie inscrit dans le type O signifie peu si les personnes qui le portent sont laissées pour compte. Alors, que faisons-nous de cette connaissance? Nous l'honorons. Nous protégeons les communautés qui nous ont donné ces réponses. Nous investissons dans leur santé, respectons leur histoire et élevons leur voix, pas seulement dans les laboratoires, mais dans les politiques, la médecine et la vie quotidienne. Leur sang a déjà sauvé des vies. Le moins que nous puissions faire est de nous assurer qu'elles ne soient pas oubliées, parce qu'en fin de compte, le type O est plus qu'un donneur universel. C'est un rappel universel que l'endurance est son propre génie, que le silence peut porter la vérité et que parfois, les histoires les plus puissantes ne sont pas criées. Elles sont portées silencieusement. Un battement de cœur à la fois. Le type O n'était pas une chance, c'était un héritage. Un fil silencieux à travers la glace, la jungle et le temps, maintenant en train de déverrouiller l'avenir de la médecine. Mais l'histoire n'est pas seulement dans les laboratoires, elle vit dans les gens. Si cette révélation vous a touché, abonnez-vous et partagez, parce que certaines histoires ne crient pas, elles pulsent à travers les jets.